Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Merci à ceux qui nous rejoignent pour les ondes courtes. ，Bonjour à tous, c'est Mingwang. Et Valentin Floquet. Pour le courrier des auditeurs de cette année. Alors, cette année, non, ce mois de mars, je suis perdue dans le calendrier à cause de tous les ponts qu'on fait. Il y en a trop. C'est vrai, et puis il y a aussi le mois de mars, je vois tout le monde qui dit on est déjà en mars, quoi. Oui, le temps est passé trop vite avec le nouvel an lunaire où on a eu 10 jours de congé, ce genre de choses. Le temps se passe trop vite. En tout cas, pour ce début de mars, une information à passer, c'est que l'année dernière, nous avons annoncé que RTI avait programmé une demi-heure, je crois, de diffusion supplémentaire pour le service russe en raison de guerre en Ukraine. Et cette diffusion a pris fin. En fait, le 28 février, donc quasiment un an après le début de la guerre. Donc, c'était une information à passer à nos auditeurs pour ceux qui s'intéressent à la diffusion onde courte. Alors, il y a autre chose aussi, peut-être dont on peut parler qui ne concerne pas le service français. Mais le service russe ? Non, le service anglais. Oui. Par rapport à leur programme, alors ça date maintenant un petit peu, mais ils ont mis en place justement leur nouveau programme RTI Online, là. Oui. FM Online. Et on en a parlé, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur notre page Facebook. On a fait on a partagé leur contenu de leur page Facebook sur le sujet. Et donc, il y a une demi-heure de programme quotidien du lundi au vendredi sur leur page avec des questions plus locales, plus, on va dire, de société. En fait, on peut préciser ce concept de RTI FM Online. En fait, depuis l'arrivée de la nouvelle direction, cela doit se faire depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois déjà. L'une des politiques prioritaires était que RTI diffuse localement. Sur les ondes FM. Ça, on savait qu'en raison de loi, en fait, RTI bénéficiant du budget du ministère de la Culture, nous n'avons pas le droit de faire concurrence avec des radios locales. Ce qui fait que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas diffuser localement, à part pour quelques langues où il y a beaucoup d'étrangers à Taïwan. C'est notamment le cas d'Indonésiens et de Vietnamiens et Thaïlandais. C'est pour servir aux travailleurs immigrants, en fait, qui travaillent à Taïwan et qui ont besoin des informations concernant Taïwan et leur vie quotidienne à Taïwan. Et la nouvelle ambition de la présidente, c'était de faire en sorte que RTI puisse également diffuser de manière un peu plus large localement. Donc, c'est en projet. Le projet a déjà été adopté par le ministère de la Culture, le tout transféré au Parlement. Et maintenant, c'est aux députés d'approuver ou non ce projet de loi, mais qui reste en attente. Donc, nous espérons que cela peut se faire en août, mais ça, c'est un projet ambitieux, à mon avis. Mais en tout cas, parce qu'on ne sait pas le programme des députés et ce n'est pas un projet prioritaire non plus pour les députés. Donc, l'objectif, c'est de commencer à diffuser localement à partir deuxième semestre de cette année. Et en attendant, étant donné qu'il faut quand même des préparatifs avec des nouveaux recrues, ce qui fait que certaines langues, donc c'est le cas de service anglais, mais également le cas de service japonais, indonésien, vietnamien et thaïlandais, commencent déjà à diffuser sur ce qu'on appelle RTI FM Online. Donc, pour l'instant, c'est à écouter en ligne en attendant que nous obtenons une fréquence localement. Voilà. C'est pour ça que
on n'avait pas trop fait de communication, par exemple, pour les autres services de langue, parce que je pense que très peu d'entre nous parlent et français et vietnamien. Quoique des francophones qui parlent japonais, il y en a quand même pas mal à Taïwan. Oui. Mais pour les autres langues, c'est vrai qu'on n'a pas, En tout cas, parlé, parce que c'était peut-être ça parlait moins à ceux qui parlent la langue française à Taïwan. En tout cas, donc on disait l'anglais, japonais, indonésien, vietnamien et thaïlandais sont prioritaires dans la diffusion FM pour RTI, ce qui se comprend aussi par le nombre de personnes qui parlent de cette langue à Taïwan. Donc l'anglais, c'est bien sûr le plus nombreux en fait, et suivi notamment d'Indonésiens, Thaïlandais, Vietnamiens en raison de travailleurs migrants, et le japonais, bien sûr, il y a beaucoup d'échanges en fait entre les deux pays et des personnes qui parlent japonais à Taïwan en fait. Voilà donc pour cette petite remise à jour. Donc j'en parlais parce j'en a parlé sur Facebook et qu'on a fait un petit détail de toutes ces émissions. Il y en a 5 en tout. Donc quant au service français, il est probable que nous diffusions le week-end à l'avenir, si tout cela se fait. Mais encore une fois, tout cela dépend pas de nous, mais des députés. Voilà. Et les fréquences seront décidées après. Il y aura une fréquence, donc toutes les langues feront une alternance. D'accord, sur la même fréquence. Sur la même fréquence, voilà. Ouais, ça peut être intéressant. On en reparlera. Oui, au moment venu, je pense que là, c'est un peu précoce en fait. Voilà. Et donc voilà pour ça. Donc pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, en tout cas en anglais, vous pouvez toujours aller voir les contenus et voir. C'est encore très différent de ce qu'on fait généralement, puisqu'ici on est plus quand même dans un mode d'information. Là, c'est plus quand même c'est plus sous une forme de, on va dire, talk show, c'est ça un peu. C'est plus lié à la vie quotidienne ici en tout cas. Voilà, c'est plus voilà. Donc c'est encore une autre forme d'utilisation de médias et de discussion. Oui, voilà, c'est donc par rapport aux annonces concernant RTI. Et maintenant, nous allons rappeler le concours du mois de mars que nous avons déjà dévoilé la semaine dernière. Oui, alors la question c'est: quels sont les pays francophones à Taïwan qui co-organisent la francophonie? Le mois de la francophonie. Oui, parce que le mois de mars, c'est le grand mois de la francophonie à Taïwan. Et cette année, plusieurs pays, en fait, participent à l'organisation de l'ensemble des activités d'événements de la francophonie. Et avec Fix, nous avons accueilli le directeur de l'Alliance française à Taïwan, Laurent Verguin, à l'antenne, qui nous a détaillé un peu plus le programme, en fait, tout ce qui est prévu. Et donc, on vous invite à nous parler donc les pays qui participent à l'organisation de ces activités. Voilà. Et donc, en l'occurrence, pour ce concours, il y aura 9 gagnants qui pourront gagner un stylo multifonction. Oui, à l'effigie de RTI. À l'effigie de RTI, avec donc les fonctions porte-téléphone, stylo bi, bien sûr. Voilà, de vis. Stylo tactile, il y a un petit... oui, avec un vis. Voilà. Et une vis. Un tournevis aussi, c'est ça? Tournevis à double plate et cruciforme, je crois c'est le terme. Okay. Voilà, je crois c'est le terme que Fix utilise. Je connais pas. C'est ça. Voilà. Donc voilà pour la question du concours mensuel. Oui, et un petit rappel rapide du concours trimestriel là aussi. Oui. Alors cette fois-ci, c'est lié à la politique. Ah non, à l'animal zodiaque de l'année. C'était selon la légende chinoise, il y a un lapin sur la lune. Oui. Que fait-il tout au long de la journée? Oui, donc la légende chinoise, encore une fois. Voilà, la légende chinoise. Et cadeau? C'est un nounours en tissu cousu confectionné par Tiffen, oui. Alors c'est cousu, c'est crocheté ou un truc comme ça? C'est du crochet, je crois. C'est maillé, quoi. Oui, c'est peut-être. Un maille, ouais. Voilà. Donc voilà pour les concours. En tout cas, on va peut-être passer un petit peu aux questions. Oui, nous allons répondre maintenant aux questions de la part de nos auditeurs, avec tout d'abord des rapports d'écoute et aussi des questions envoyées par notre auditeur fidèle Paul Jamet, qui nous invite à parler de l'offre touristique que Taïwan a récemment annoncée. Et je crois que l'un de nos titres a prêté confusion,
parce que nous avons mis que le ministère des Transports veut offrir $5,000 aux touristes étrangers arrivant à Taïwan. En fait, c'est parce que c'est dans le titre, on doit être un peu plus court, parce que Paul Jamet a lu ailleurs que Taïwan offre $165 aux touristes pour venir découvrir l'île. Donc, c'est une question de conversion. Et dans le titre, nous avons mis $5,000, mais c'est dollars taïwanais, bien sûr. Et dans le développement de l'article, nous avons bien précisé qu'il s'agissait de $5,000 taïwanais. Et d'ailleurs, par rapport à cette précision, on a modifié l'article. Oui, j'ai modifié déjà. Et du coup, en fait, j'ai aussi recherché un peu plus d'informations concernant cette offre, parce que c'est $5,000 taïwanais pour beaucoup de touristes. Il y a 500 000 exemplaires, 500 000 subventions proposées pour les touristes. Donc, ça veut dire que tous les touristes ne peuvent pas recevoir $5,000. C'est un chiffre limité, donc quand on arrive au 500 millième touriste, il y aura plus de subventions après. Et c'est pas si simple que ça non plus, parce que c'est évoqué. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est de tabler sur 6 millions de touristes, alors que avant le Covid, nous étions arrivés à plus de 10 millions. Donc, le gouvernement souhaite accueillir 6 millions de touristes cette année. Et bien sûr, lorsqu'on évoque une politique ainsi, il peut avoir des détails qui peuvent gêner le secteur touristique. Par exemple, les secteurs touristiques ont réagi comme quoi la plupart des touristes qui arrivent à Taïwan, qui effectuent de courts séjours, passent dans le Taipei et Nouveau Taipei. Et du coup, facilement, ces $5,000 taïwanais vont plutôt être dépensés dans le secteur hébergement ou des boutiques souvenirs de Taipei ou de Nouveau Taipei. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être profité aux autres prestataires en fait, touristiques dans l'ensemble de Taïwan si ces personnes ne voyagent pas. Voilà. Et alors, j'aime bien faire le contre-argument à chaque fois. Si j'étais quelqu'un du Nouveau Taipei et du Taipei, je dirais, moi, mes loyers, ça fait 2 ans que je les paye et ça coûte 2 fois plus cher que les vôtres. Non, c'est pas ça. Du coup, ce que je souhaite préciser, c'est que le gouvernement étudie les détails à mettre en œuvre, bien sûr, cette politique. Donc, d'après les mesures évoquées en exemple, donc ça va pas être si simple que ça. C'est par exemple, si nous voyageons à 2, si les étrangers voyagent à 2 pour venir à Taïwan, dont un pourrait bénéficier par exemple $5,000 taïwanais dans la réduction de l'achat de billets d'avion, par exemple. Donc, il y aura des conditions pour encourager, par exemple, c'est pas une seule personne qui vient, mais 2. Voilà. Donc, c'est un peu plus complexe que avoir de l'argent dans sa carte de touristique EasyCard pour voyager. C'est un peu plus complexe que ça, en fait. Et ça, c'est pour les touristes individuels qui viennent à Taïwan. Ce sont généralement des Japonais, des Coréens, mais aussi des Chinois, en sachant qu'ils ne sont pas encore entièrement arrivés, les Chinois. Et il y a également des subventions prévues pour des groupes touristiques. Donc, s'il y a un groupe de 8 personnes, la subvention, c'est de $10,000 taïwanais, donc un peu plus de $300 américains, en fait, par groupe. Et s'il s'agit d'un groupe de 15 personnes, la subvention est le double. Et ça se plafonne à $20,000 taïwanais. Voilà. Donc, il y aura des conditions à faire attention en fait. Dans ces cas-là, quand on parle de 10 000, 15 000, c'est donné aux organisateurs ou aux organisateurs D'accord. qui peuvent réduire donc les tarifs de vente en fait de forfait. Voilà. Comme ça va être, je ne sais pas si cette news va être beaucoup bien communiquée à l'étranger. Je pense que ça va être surtout les tours opérateurs qui vont. Je sais qui pas, vont profiter. Mais en tout cas, d'après l'article que Paul Jamet a publié, ça vient de Géo. Ouais. Donc c'est parlé, c'est évoqué effectivement, mais il faut faire attention. En fait, c'est ça l'information. Et Paul Jamet dit que une démarche qui lui rappelle la démarche donc touristique, qui lui rappelle que certaines banques en ligne qui créditent les comptes de leurs nouveaux clients de quelques dizaines d'euros, est-ce qu'une pratique à Taïwan? Et je crois pas, non. Je crois pas que les banques
taïwanaises pour accueillir de nouveaux clients vont mettre de crédit, ne serait-ce... T'as des promotions en tête, par contre, faites pour attirer des clients Souvent, c'est sur les cartes bancaires, je dirais plus. Sur le service de carte bancaire qui sont en compétition. Il y a plus ça. Et même si on ouvre un compte, par exemple, en dollars américains, il faut que chacun dépose un minimum 100 dollars américains, en fait. Donc, j'ai pas vraiment entendu que les banques mettent de l'argent dans notre compte. Ouais, je pense qu'il y a aussi quand même en France cette idée de frais de fonctionnement d'un compte qu'il n'y a pas trop dans le reste du monde, je dirais presque. À Taïwan, j'ai pas l'impression qu'il y ait des frais de... Si on a un compte, oui. On n'a pas de frais de fonctionnement du compte. Moi, en France, j'ai un compte à la HSBC, par exemple, je paye 2 € par mois. Juste pour qu'il soit ouvert. Pardon. Oui. Parce que là, je sais pas. Même si tu fais aucune transaction dessus, tu dois payer cette somme. Ouais, juste pour avoir le compte ouvert. Waouh. Ok. De ce que j'ai compris, j'avais regardé plusieurs fois, je crois que j'ai bien compris. Je peux me tromper, vous pouvez nous rectifier, mais à Taïwan, on n'a pas ce genre de frais. Par contre, des fois, si on utilise des cartes bancaires, il peut avoir des frais administratifs. Ça, c'est international, puis, je pense. Même des frais, les frais de carte. Oui, bien sûr. Il y a plus de fonctionnement spécifique aux cartes. Oui, normal. ça, c'est différent. Mais par rapport à ouverture de compte, je pense pas. À Taïwan, ouvrir un compte, c'est un peu plus compliqué, en fait, je crois. Qu'en Europe, je sais pas. Je suis pas sûr. C'est pas facile non plus en France. Ouais. Ça dépend. Pour les Taïwanais, je pense que c'est quand même pas si difficile que ça. Hein. Pour moi, c'est pas trop complexe, mais ça quand même, les banques sont prudents, quoi, ce qui est normal aussi. Oui. Il y a eu beaucoup d'histoires. Je pense que c'est devenu plus prudent après la crise des subprimes, je dirais. C'est possible. Et surtout, je crois qu'il y a aussi le fait que si les parents veulent offrir des comptes pour des mineurs, là, c'est vraiment très compliqué. Ouais. En fait, il faut que les 2 parents fournissent leurs pièces d'identité, les sceaux personnels et le tout, quoi, pour éviter que ce soit un trafic d'argent. Oui. Et il y a un équivalent de la caisse d'épargne. Là, je pose la question parce que non, pas aucune idée. La caisse d'épargne, c'est une banque spécialisée pour ceux qui veulent économiser de l'argent et qui donne des taux spécifiques où on a des revenus annuels. J'ai l'impression à Taïwan, lorsqu'il s'agit de l'épargne, on met plus à la poste. Mais je pense pas que le taux soit un peu plus élevé qu'ailleurs maintenant non plus, en fait. Parce que les taux d'intérêt ont beaucoup diminué. En France, on a cette idée aussi, donc avec la caisse d'épargne, on ouvre un livret spécifique à la caisse d'épargne pour les enfants. Oui. On ne touche pas l'argent pendant 10 ans ou 20 ans. Là, c'est plus à la poste à Taïwan. À la poste, voilà. Voilà, donc merci beaucoup à Paul Jamet d'avoir posé cette question. Oui, et pour passer à une autre question... on va passer donc à une question de Jacques Augustin, qui nous a envoyé donc aussi plusieurs rapports d'écoute et qui nous posait une question par rapport à l'innovation et par rapport en fait à un décryptage sur l'innovation du 20 février où on présentait que Taïwan se classait 2e au rang mondial pour l'innovation des entreprises. D'accord. Il mettait en lumière quelques sociétés comme Foxconn ou Delta International et aussi bien sûr un des moteurs de l'innovation à Taïwan qui est l'ITRI. L'ITRI déjà, pour rappeler, l'ITRI donc c'est une organisation. C'est l'Institut national en fait de recherche des sciences et des technologies. Voilà. Ouais. Donc c'est un organisme et qui aide qui est un moteur pour aider les sociétés et les innovateurs aussi au niveau universitaire à s'insérer dans le monde de l'industrie et du travail. En fait. Ouais, c'est un moteur de recherche à la base aussi, en fait, de développement de nouvelles technologies. Voilà. Et donc, il demandait, en fait, donc, dans ce truc, le fait que Taïwan soit 2e dans l'innovation, etc., il demandait comment on pouvait expliquer ces performances constantes de Taïwan et les technologies de pointe sont-elles l'exclusivité de l'archipel où la concurrence existe-t-elle en Asie? Alors c'est un domaine très large, il y a bien sûr plein de domaines dans lesquels Taïwan n'est pas si performante. Non. Mais le semi-conducteur étant une base pour beaucoup d'autres technologies, ça l'aide à se classer beaucoup plus haut au niveau du reste. On a une chaîne assez complète en fait en termes de recherche, tout ce qui est relatif aux semi-conducteurs.
Voilà, et donc il y a le semi-conducteur, mais il y a d'autres domaines de pointe, le laser par exemple, Oui. il y a les machines-outils, dans lesquelles Taïwan est extrêmement performant, tout ce qui est machines en général, aussi les machines pour l'industrie, tout ce qui est convoyeur, système de convoyage, la robotique, Taïwan n'est pas trop mal placé, mais c'est pas non plus la technologie de pointe. Ça dépend des types de robots. Oui. Même si maintenant ils repoussent, par exemple, je pense aux robots, au nouveau système de robots pour le service. C'est-à-dire la livraison, il y a ces petites plateformes en fait qui permettent à un robot de se déplacer, et après on adapte les fonctionnalités et toute la partie supérieure en fonction des besoins d'un client. Ça peut être donc le même robot qui est utilisé pour la livraison, que ce sera un robot utilisé en restaurant, ou alors en interne dans une société pour le stockage et la sortie de certains produits, enfin de certaines pièces pour monter dans une usine ou des choses comme ça. Donc sur la même base qui est la base de transport et le calcul des trajectoires, on peut avoir plein de fonctionnalités différentes qui sont à la demande du client. C'est un robot intelligent qui peut s'adapter. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, voilà, une des grandes spécialités de Taïwan est ce qu'on appelle la base technologique pour les marques extérieures. Donc c'est le principe de Foxconn au final. Donc, voilà, la sous-traitance, tu veux dire. La sous-traitance, mais ils ont la technologie et le savoir-faire, et en fait ils adaptent juste un modèle pour toutes les marques possibles au monde. Et c'est ce que Foxconn est en train de faire avec son modèle de véhicule électrique, avec une même plateforme standardisée qui s'adapte aux besoins des clients. Qui peut faire autant un petit véhicule de ville à un bus. D'accord. C'est ce qu'on voit avec Foxconn actuellement, c'est que le bus est fait sur le même principe technologique au niveau électrique qu'une voiture. D'accord. Alors après ils adaptent, ils mettent plus de moteurs, etc. Mais c'est les mêmes moteurs, c'est le même fournisseur, et c'est l'autre force de Taïwan au niveau de la technologie et de l'innovation, c'est qu'ils ont toujours une avancée en groupe. C'est-à-dire que pour une voiture électrique, eh bien, à Taïwan, on aura les spécialistes des moteurs, les spécialistes des interfaces de connexion, on va dire des câblages. On va avoir les spécialistes je dis des bêtises, mais bon, spécialistes des radars, spécialistes des capteurs, etc. Et en fait, tout ça à Taïwan, l'avantage, c'est ce qu'ils disent souvent en technologie, c'est que chaque cercle, là je parle de la voiture parce que j'ai beaucoup étudié le sujet et que je connais bien les différentes entreprises, mais chaque cercle comme ça d'industrie est toujours sur l'île de Taïwan. Et donc il leur manque, au niveau de la recherche, il leur manque un produit, ils vont voir leur fournisseur qui a 1 heure de voiture. Ça va très vite dans la journée, ils ont réglé le problème, quoi. Alors qu'en Chine, par exemple, on va juste en face, pour un même problème, il faut qu'ils aillent voir le fournisseur qui a soit à 3 heures d'avion, soit c'est à pas 15 la même heures échelle. Voilà, c'est pas la même échelle, et ils ont le même problème aux États-Unis. Et encore, Taïwan a cette force d'avoir tout le monde à Taïwan. Oui. Et donc, ça permet quand même une vitesse d'innovation qui est beaucoup plus rapide que sur des c'est un avantage pays. Que nous avons en tout cas. Avec aussi cette expertise et cette histoire d'avoir lancé toute cette technologie depuis le début. Voilà. D'accord. Donc voilà, pour répondre à peu près, c'est pas une réponse précise, je pourrais pas donner des exemples ou donner des chiffres là-dessus, mais voilà, c'est ces facteurs et cet environnement, et c'est comme ça en tout cas que se vend Taïwan par rapport au niveau de l'innovation. C'est cet écosystème qui est quand même un peu comment dire, exclusif à Taïwan. D'accord. Sur une aussi petite échelle, avec autant de gens de pointe dans différents c'est un dynamisme en fait. Voilà. Et c'est quelque chose que Taïwan essaie d'entretenir et de tout le temps relancer. Et c'est souvent aussi dans des domaines où les gens n'ont pas forcément envie d'aller travailler, pour être honnête. Quand on parle des trucs très précis, des tout petits composants, des choses comme ça, en Hiroshima, c'est comme ça que Taïwan est devenu leader dans le semi-conducteur. C'est que au niveau infrastructure, au niveau de la production, ce qui est intéressant, c'est la recherche, c'est pas forcément la production de masse, quoi. Et c'est
parce que les Taïwanais aiment aller dans ces choses-là, on va dire, un petit peu rébarbatives, si on voit un peu d'un œil extérieur. Ok. Voilà donc pour la réponse. Merci en tout cas à Jacques Augustin. Jacques Augustin pour cette question. Merci. Et nous allons saluer aussi quelques auditeurs. Oui. Alors tout d'abord, nous saluons un auditeur chinois. Il s'agit de Ding Lu qui nous envoie directement des rapports d'écoute en français qui nous capte sur 6005 kHz et il habite dans la province de Jiangsu. Exactement. J'ai aussi, moi, de mon côté, Elisabeth Oliveira, qui nous envoie régulièrement des courriers. Et des commentaires sur Facebook aussi. Et des commentaires aussi sur les réseaux sociaux, donc on la remercie beaucoup. Merci. Et nous disons bonjour également à Farid Boumechal, qui nous envoie des rapports d'écoute. J'ai ici aussi Gilbert Dupont, qui nous envoie aussi régulièrement des rapports d'écoute depuis Loches en France. Alors sinon, nous répondons à une question de Jean-Michel Aubier qui nous demande par rapport au classement des sites taïwanais concernant l'UNESCO, en sachant que nous ne faisons pas partie de l'ONU. Donc effectivement, c'est un gros problème. C'est un problème de Taïwan en fait de ne pas pouvoir faire classer ces sites par l'ONU. Donc ces sites de patrimoine. Mais ce n'est pas pour autant que Taïwan ne agit pas dans ce sens, on pourrait dire la plupart du temps, même si Taïwan n'est pas signataire officiel d'une convention internationale, on essaie de l'appliquer également à Taïwan. En tout cas, à Taïwan, depuis 2002, le gouvernement a commencé à sélectionner des sites qu'on appelle potentiels pour être classés patrimoine à l'échelle internationale. Et jusqu'à présent, il y a 18 points qui ont été sélectionnés. Cela comprend, par exemple, je crois que tout le monde sera d'accord, l'ensemble de vieilles résidences sur l'île de Kinmen et aussi de parcs naturels de Alishan avec les forêts de cyprès. Ça, c'est patrimoine naturel. Et il y a aussi des villages aborigènes sur l'île des Orchidées. Tout cela, ce sont des sites qui sont recensés par le gouvernement pour être comme site potentiel, pour être classés un jour, en espérant que ça pouvait vraiment se faire. Et sinon, parmi ces 18 sites, il y a 11 sites culturels, il y a 5 sites naturels et 2 sites qui sont combinés, donc à la fois sites naturels et culturels. C'est notamment le cas de l'île des Orchidées, mais aussi Alishan avec le petit chemin de fer forestier qui servait à transporter du bois à l'époque japonaise. Voilà. Donc ça, c'est les sites qui sont listés. Et sinon, de manière générale, Taïwan a eu sa loi sur la préservation du patrimoine en 1982. Et depuis, on essaye de protéger le plus possible les différents sites de patrimoine. Il y a des sites qui sont classés au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc ça bénéficie d'une subvention différente de la part des autorités. Mais il faut reconnaître que l'une des difficultés à Taïwan, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas que sa résidence traditionnelle familiale, par exemple, soit classée monument historique, ce qui signifie qu'il ne pourra plus jamais le vendre. Donc, en termes de valeur immobilière, ça devient moins intéressant, ce qui fait que jusqu'à présent, il y a toujours des cas de démolition la veille du classement. C'est-à-dire dès que quelqu'un a suggéré qu'un site soit reconnu par l'État, donc dès qu'on rentre dans le processus d'étude de site de classement, il risque d'avoir des problèmes de démolition. On a déjà connu plusieurs cas, que ce soit à Taipei ou à Kaohsiung, partout à Taïwan. Ça, c'est l'un des problèmes, c'est-à-dire les familles ne se ressentent pas le besoin que sa résidence soit classée monument historique, par exemple. Voilà. En tout cas, donc le problème ne vient pas uniquement du fait d'être classé patrimoine par l'UNESCO ou pas. C'est aussi à Taïwan, je pense que de manière générale, il manque encore un consensus sur l'importance de préserver les sites pour les générations futures. Ouais, je pense qu'il y a un petit problème au niveau technique, justement au niveau de la passation et de la vente d'un bien, oui. Où le gouvernement ou une organisation spécifique aurait le droit de regard pour étudier la capacité à être classée ou pas. Oui. Et donc, vu que le promoteur a le droit de casser
trop vite. Enfin, la famille a le droit en fait d'agir avant que les autorités publiques interviennent. Mais s'ils le vendent, c'est au moment de la transaction qu'il y a les pouvoirs pourraient avoir un droit de regard. Non, mais je veux dire, au niveau du système qui pourrait être mis en place. Voilà donc pour ces questions. Merci beaucoup à Jean-Michel Aubier. Merci à tous d'avoir suivi le courrier de cette semaine. C'était Mégua et Valentin Floquet pour RTI. Pour terminer, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook ou encore sur YouTube pour avoir encore plus d'informations exclusives sur Taïwan. Merci à tous et bonne journée. 谢谢。